das war ein Befehl! Donc aujourd'hui, vous allez être content puisque alors maintenant j'ai des plaintes quand il n'y a plus de moment bunker. Et là, l'actualité nous en a donné deux. Alors le premier moment bunker, nous le devons à Gamelin Goya. Donc là, c'est notre Gamelin de la semaine. Il explose tout. Il est même plus fort que Yakovlev. Et il nous explique, donc il a une théorie sur le fait que oui, mais si, peut-être que l'Ukraine peut encore gagner la guerre d'ici la fin de l'année 2025. Écoutons-le, c'est son explication est tout à fait convaincante. En revanche, tout ce qui se passe de manière invisible derrière, c'est ça que les choses les plus importantes se passent. Et là, ce que constate, c'est que effectivement, il y a cette année 2025, c'est une année où les deux adversaires sont épuisés, mais il y a toujours peut-être l'espoir que les Russes sont plus épuisés et s'usent plus dans ce conflit. Je termine. Qui sont plus que les Ukrainiens. Il y a des signes. Leur offensive s'arrête en ce moment. Ils ralentissent. Ils ont des pertes considérables. Je termine. Et donc, il y a cette possibilité, cette vision, cette théorie de la victoire, disant écoutez, si on continue, 2025, là, ils sont en train d'épuiser leur stock d'équipements. 2025, peut-être qu'effectivement, on peut, si on continue le combat au même rythme, on peut peut-être, fin 2025, obtenir un changement de rapport de force et peut-être obtenir quelque chose. Ça, c'est une option. Donc là, on est vraiment dans la pensée magique. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Et ce qui m'a plu cette semaine, c'est encore un livre écrit par un de mes amis, encore publié chez The Book Edition, donc il y aura le lien en description de cette vidéo, et vous pouvez également le retrouver sur notre page, sur notre site internet, donc sur les auto-éditeurs, donc ça s'appelle Avant la paix. Alors Bernard Gère n'est pas à l'origine un écrivain, c'est un homme d'affaires, un brillant homme d'affaires qui a fait une grande fortune en faisant du commerce entre la Chine, qui s'est installé à un moment aux États-Unis, qui s'est déplacé vers l'Estonie, qui a fini en Russie. Et je ne sais pas, pour ceux qui se souviennent, il y a bientôt un an, en fait, pour le 9 mai, il avait publié à grands frais une couverture dans le magazine, dans le journal Commerçant, donc il y a des principaux journaux économiques, notamment russes, une couverture où il remerciait la Russie, voilà, pour faire le pendant à l'oubli, au négationnisme du régime d'Emmanuel Macron sur cette victoire de la Russie, dont on va célébrer d'ailleurs les 80 ans, donc ce 9 mai. Donc voilà, c'est comme ça qu'il s'était fait connaître. D'ailleurs, c'est la photo qu'il avait mis à la tête du magazine. Et là, il raconte avec des mots simples mais efficaces son parcours. Comment, alors qu'il vivait en Californie, ce qui est le rêve de tous les beaufs de gauche français, et bien finalement il a préféré quitter la Californie pour d'abord en passant par les Pays-Bas et puis finalement atterrir en Russie, et il explique pourquoi la Russie lui a plu. Et en plus, pour ceux qui aiment les chiens, eh bien il a fait ce voyage là avec son chien Laika. Voilà, j'ai pris du plaisir en le lisant. C'est publié par The Book Edition, donc en plus vous pouvez l'acheter en plus de mes bouquins, de ceux de Youssef Indy, de ceux de Père-Antoine Plaquevent et d'une bonne partie finalement de la résistance qui publie maintenant en auto-éditeur chez thebookedition.com. Et passons maintenant en politico-diplomatique. Évidemment, c'est le plus important cette semaine, et ça a été le coup de téléphone qui a fait trembler la planète, enfin surtout le continent européen, qui a eu lieu hier, donc mercredi 12 février, entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Alors immédiatement, Donald Trump, on a parlé, on le connaît, on a appris également qu'il avait juste après appelé Vladimir Zelensky. La différence, c'est qu'il a passé 10 minutes au téléphone avec Zelensky et 1h30 avec Poutine, et qu'il a développé ce qu'il voulait faire. Et donc Donald Trump a expliqué qu'ils allaient se rencontrer, qu'ils se rencontreraient à la fois aux États-Unis, à la fois en Russie, mais que dans l'immédiat il fallait se rencontrer rapidement, et que ce serait donc a priori en Arabie Saoudite. Rappelez-vous qu'il y a eu une initiative de paix de l'Arabie Saoudite, on en avait parlé, qui joue un rôle, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui joue finalement le rôle qu'aurait dû jouer la France. C'était à nous d'organiser cette rencontre si nous n'avions pas été co-belligérants du côté de Joe Biden et du côté de Zelensky. Voilà. Donc résultat, nous sommes mis sur la touche. Ça s'est passé également sur fond d'échange de prisonniers, donc un professeur américain qui s'était fait attraper avec de la drogue, pour sa propre consommation parce qu'il était malade, mais bon, en Russie la drogue ça rigole pas du tout. Et puis un Haïti aussi qui avait été russe, qui avait été arrêté pour piratage. On ne sait pas trop si c'est vrai ou si c'est comme Maria Butina, vous vous souvenez, qui était une fan des États-Unis, qui faisait un stage à la NRA, la National Rifle Association, donc ceux qui défendent le permis de détention et de port d'armes aux États-Unis. Elle voulait transférer ça en Russie, donc c'était vraiment une amie, une admiratrice des États-Unis, et ils l'ont considérée comme une lobbyiste, et comme elle n'avait pas sa licence, ils ont pris le prétexte pour la jeter en prison. Elle a fait 1 an et demi de prison. Aujourd'hui, elle est députée. Et d'ailleurs, c'est elle qui s'occupe d'ailleurs de faire venir les Français, notamment, mais enfin les étrangers qui veulent fuir les pays dégénérés, malheureusement comme la France. Alors plus désormais, je pense, les États-Unis. Et donc pour les faire venir s'installer en Russie. Voilà, ce qu'on appelle le visa idéologique. Je préfère le terme visa anthropologique. Voilà, ça c'était au passage. Donc il y a eu cet échange de prisonniers, et ça a été l'occasion en plus pour le second représentant de Donald Trump en Russie pour négocier la paix, donc de se déplacer en Russie, ce qui n'est pas encore le cas de Kellogg. Donc cet autre représentant, il s'appelle Stephen Witkoff, je vais pas arrêter de me tromper sur son prénom, je l'appelais Steve, etc. Donc Stephen Witkoff, c'est lui qui a tordu le bras de Netanyahou pour obtenir le cessez-le-feu et donc les échanges de prisonniers également. Et donc là, il a été envoyé en Russie pour trouver un accord avec Poutine. Il est revenu plutôt enthousiaste. Donc c'est vraiment quelqu'un en qui Trump fait confiance. C'est
un millionnaire ou un milliardaire, enfin c'est un homme très riche et qui vraiment, voilà, c'est l'homme de confiance de Trump. Donc ce qui fait que maintenant on a deux représentants de Trump pour régler le problème entre la Russie et l'Ukraine. Ce qu'on apprend aussi de Donald Trump, qu'il a dit publiquement, puisqu'on lui a posé la question, c'est qu'il devrait y avoir des élections en Ukraine et qu'aujourd'hui il n'est pas très populaire, Zelensky, puisqu'il a perdu la guerre en gros, hein, ça, vous le savez vous qui êtes sur Stratpol. Donc en fait Zelensky est dans une situation extrêmement difficile, hein, et d'ailleurs il a commencé déjà à anticiper les élections, puisqu'il espère pouvoir faire arrêter un de ses principaux concurrents, qui était son concurrent de la dernière élection en 2019, hein, qui était Petro Poroshenko, donc l'ancien président ukrainien. Et à côté de ça, encore une fois, j'ai dit, on a commencé à déterrer les vétérans de la vie politique ukrainienne, Yulia Tymoshenko. Il y a aussi Vitaly Klitschko, le maire de Kiev et boxeur, et qui lui pourrait être sur les rangs, qui c'était en plus un peu le candidat de la CDU allemande, donc puisqu'il parle allemand, il a passé une bonne partie de sa vie en Allemagne. Donc à suivre de ce côté-là également, en tout cas visiblement, Zelensky et son clan sont en panique et sont prêts à tout pour garder le pouvoir avant de se faire évincer par un autre clan. Voilà, en gros c'est ça. Donc évidemment, ça a été la panique générale dans quasiment tous les pays de l'Union européenne, sauf les résistants comme la Slovaquie, la Hongrie, qui eux sont ravis. Et ça a donné une émission, donc mercredi soir, je me suis couché tard, alors je regarde jamais le CI, mais là c'était jubilatoire de voir tous les gamins de plateau, Gamelin Goya, on va en reparler, les hystériques d'Ukraine, les analystes qui n'ont rien compris, qui comprennent rien à la Russie alors qu'ils se disent spécialistes, et qui étaient en totale dépression. Je les ai appelés les Prozac Boys, à une époque c'était les Prozac Boys, là il y avait les Prozac Girls, les Prozac Boys, qui disaient que c'était terrible, voilà, bon c'était évident. Il suffisait de lire mon livre il y a un an et puis vous saviez comment ça allait se terminer, donc ça a été assez drôle. Cela dit, moi je pense comme d'habitude qu'avec Trump il faut être prudent. Il y a les déclarations, après on va voir les actes. Ça c'est déjà le coup de téléphone d'1h30 avec Poutine, c'est un acte. Voilà. Les déclarations, faut faire attention. L'acte suivant, ça va être la rencontre de Poutine avec Donald Trump en Arabie Saoudite. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut quand même rester prudent. En plus, il peut très bien se faire tirer dessus. C'est quand même un peu une tradition aux États-Unis. Donc, il peut y avoir un coup d'État. Enfin, tout est possible. Donc, soyons prudents, mais ça va vraiment dans le bon sens. Donc, on ne peut que s'en féliciter. Et puis, ça rend évidemment les ennemis de la France, les ennemis de l'Europe et les ennemis de la paix, ça les rend foudrage. Et je dois dire que j'y ai pris un certain plaisir, notamment, c'est pour ça que j'ai perdu mon temps en regardant LCI. Ça confirme évidemment ce qu'on avait analysé depuis le début, c'est-à-dire que la fin de la guerre de l'OTAN contre la Russie en Ukraine se décidera entre Moscou et Washington. Et là, on est évidemment en plein dedans. Les diplomates européens sont ridicules et maintenant ils en sont à demander la permission d'assister aux négociations. Je ne pense pas que la permission leur sera accordée. Ils auront le droit de signer la feuille que leur donnera Trump. De toute manière, la réalité c'est que sans le complexe militaire-industriel américain, en fait l'armée ukrainienne va s'effondrer. Pas tout de suite, il y aura évidemment il y a l'inertie, mais elle s'effondrera. Donc en fait, si vraiment Trump, et ça on l'a dit depuis le début, s'il veut vraiment arrêter la guerre, il n'a qu'à arrêter d'aider le régime ukrainien. Et ça, encore une fois, on le jugera non pas sur les déclarations, mais sur des actes. Ce qui est très fort aussi, c'est que le nouveau secrétaire d'État à la Défense américain, Egbert, il a bien mis les points sur les i, c'est-à-dire que c'était à l'Europe de s'occuper de ce problème, c'était à elle de payer, c'était à elle d'envoyer des soldats, qu'il n'y aurait pas de soldats américains, que les soldats européens qui seraient envoyés en Ukraine, s'il y en avait, ne bénéficieraient pas de l'article 5, c'est-à-dire que si les Russes leur tirent dessus, ça n'engage pas les États-Unis. Ça, c'est les conditions. Et je rappelle en plus que pour envoyer, Zelensky a quand même demandé 200 000 hommes, donc on les a pas, personne les a en Europe. Pour envoyer des gens avec un mandat de soldats de la paix, il faut une décision du Conseil de sécurité de l'ONU, où la Russie est membre permanent avec droit de veto, et la Chine aussi d'ailleurs, en passage. Donc ça a été la véritable douche froide par le nouveau secrétaire d'État américain à la Défense, hein, qui, contrairement à Le Cornu qui est un courtisan, lui est un ancien soldat et qui a fait la guerre. Donc on n'est pas dans le même, il joue pas dans la même cour en fait. Donc on avait Trump au téléphone, Egbert, le nouveau secrétaire d'État au Trésor, Scott Bessent, qui était à Kiev, qui a une double démarche. Déjà, c'est de savoir où est passé l'argent, parce que on s'imagine bien que, étant donné ce que Elon Musk est en train de découvrir dans les caisses de l'USAID, c'est que, eh bien, aussi une bonne partie de l'aide américaine a disparu dans les poches d'abord d'Ukrainiens, qui ensuite ont versé leur part au Parti démocrate. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on peut supposer. Donc ça, je pense que c'était une des premières raisons pour mettre en place cet audit qu'a annoncé Donald Trump. Et l'autre raison, c'était de signer un accord entre Washington et Kiev pour l'exploitation des minerais en Ukraine, des minerais rares, des terres rares, je ne sais pas trop exactement. Donc ça aussi, on l'a expliqué, ça va être très compliqué, puisque la plupart, en fait, c'est dans les territoires qui sont contrôlés par la Russie ou qui vont être contrôlés par la Russie. Hein. Les Russes sont à 9 km de la mine de lithium de Shevchenko, on en a parlé. Donc ça va quand même être compliqué de récupérer quelque chose. CNN a dit que Zelensky avait refusé de signer, précisément parce que, eh bien, en fait, il voulait mettre dans les 500 milliards que demande Trump, il voulait mettre les minerais qui sont sur les zones contrôlées par la Russie. Donc ça n'a pas marché. On peut se demander si c'est pas un piège que Trump a tendu à Zelensky pour montrer que déjà il était prêt à vendre son pays à la découpe, et puis que finalement, en fait, il n'avait pas été capable de signer le deal, et que donc, en fait, il est nul, et donc, pour déjà que sa popularité est très mauvaise, eh bien, pour le rabaisser encore plus. Et ce qui est dingue aussi, c'est le cynisme quand on prend un peu de recul, c'est parce que Maïdan, donc, qui est un véritable coup d'État, était organisé par Washington. Alors oui, c'était Biden, c'était Victoria Nuland, mais c'était organisé par eux. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une guerre civile en Ukraine, c'est pour ça qu'il y a eu les accords de Minsk, que le régime kievien a bombardé régulièrement, a tué des civils dans Donbass. C'est pour ça que la Russie est intervenue pour empêcher l'épuration ethnique, mais
Zelensky et les Ukrainiens voulaient, d'ailleurs Zelensky avait été, comme Poroshenko, élu sur un programme de paix avec la Russie, ils étaient prêts au bout de 24 heures, Zelensky demandait à négocier, hein, souvenez-vous, au bout de 24 heures, même moi j'en étais complètement estomaqué, je pense qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire militaire, et donc la première négociation a eu lieu 4 jours après le début de l'opération militaire spéciale, et puis c'est Washington et Londres qui ont empêché les négociations. Et aujourd'hui, donc cette guerre qui a été déclenchée par Washington demande de l'argent. Parce qu'ils ont aidé à faire une guerre qu'ils avaient eux-mêmes déclenchée. On en est là. Et en plus, ils demandent 500 milliards. Pourquoi 500 milliards? A priori, après, les chiffres avec Trump, ça change sans arrêt. Il parle de 200 milliards, peut-être même plus, d'après ce qu'il a dit. Bon, tout ça est du grand n'importe quoi. Et donc, je me demande si c'est pas finalement un piège pour enfoncer Zelensky. Visiblement, et c'est la raison de ma vignette, You're Fired, c'était un programme qu'avait Trump à l'époque de sa carrière télévisée, où en fait, il faisait du coaching sur des managers, et quand ils étaient pas bons, il les virait. Donc, You're Fired. D'où ma vignette, puisque là, visiblement, celui qui vient de se faire licencier, c'est Zelensky. You're fired, ça veut dire tu es viré en anglais. Politico-diplomatique toujours, il n'y a pas qu'avec Donald Trump que Vladimir Poutine a une conversation téléphonique, mais également avec l'égorgeur modéré Ahmed El-Shah, donc une conversation qui a été visiblement bénéfique. Donc a priori on comprend que la base, comme on l'imaginait, la base de Tartous va être maintenue, alors à confirmer encore une fois, que la Russie va aider, en fait, notamment, on avait parlé d'aide humanitaire, là aussi je pense que des livraisons de blé russes vont avoir lieu, et donc ça confirme que la Russie reconnaît les nouvelles autorités syriennes. On avait eu, souvenez-vous, il y a un peu plus d'une semaine, le déplacement du ministre des Affaires étrangères adjoint russe à Damas. Je pense que cette normalisation rapide est due essentiellement à la présence turque. La première raison, c'est que les Turcs en fait ne veulent pas être en conflit avec la Russie, et donc Erdogan appuie la position russe en Syrie. Depuis le début, en fait, Erdogan a félicité ouvertement en disant que les choses se passaient très bien avec l'Iran, avec la Russie, qu'il y avait une compréhension mutuelle. Donc visiblement, je pense qu'il y a une volonté de la Turquie de ne pas s'opposer à la Russie dans la région, donc de lui permettre de conserver ses bases. Et je pense aussi qu'il y a peut-être du réalisme du côté des nouvelles autorités syriennes en disant si on veut quand même garder un minimum d'autonomie par rapport à la Turquie, il faut qu'on diversifie nos alliés. Or, la Russie est un allié puissant, elle l'a montré, et puis surtout, la Russie est un allié qui tient, et ça faisait partie d'ailleurs de la discussion qu'il y a eu avec Vladimir Poutine, tient absolument à l'intégrité territoriale de la Syrie, et on sait qu'évidemment, il y a Israël qui rêve de s'emparer définitivement des hauteurs du Golan. Donc, visiblement, réalisme du côté des nouvelles autorités. Donc, je ne les appellerai plus égorgeurs modérés, puisque désormais, ils ont été validés par Vladimir Poutine, l'Union européenne, l'administration américaine, la Chine, etc. Tout le monde est d'accord. Politico-diplomatique toujours. Alors si les Russes réussissent à se maintenir sur la base de Tartous, évidemment, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Occidentaux. D'autant plus que la Russie devrait en plus avoir une base au Soudan. Si vous vous souvenez, en décembre 2024, il y avait des rumeurs qui circulaient, qui étaient sorties dans la presse, dans les talk-shows sur LCI, que voilà, les Russes, ils n'auront même pas la base au Soudan. Pourtant, ils l'avaient signé. Je crois que les négociations avaient démarré en 2019, et puis finalement, ça avait été signé en 2021, puis ça traînait à cause de la guerre civile. Enfin bref. Mais là, visiblement, la nouvelle a été officialisée. Donc la Russie aura bien une base navale au Soudan. Puisqu'on parle du Soudan et de la mer Rouge, eh bien, on reparle aussi des Houthis qui ont annoncé, puisque vous savez qu'il y a un risque que les hostilités reprennent dans la bande de Gaza. Donc les Houthis ont souligné, eux qui contrôlent la mer Rouge, que si par hasard Israël ne respectait pas les accords de cessez-le-feu et la trêve qui a été obtenue par l'administration Trump, eh bien, dans ce cas, ils reprendraient leurs hostilités, eux, contre les intérêts occidentaux et israéliens. Empire du mensonge maintenant, et tout de suite, le moment bunker. Donc aujourd'hui, vous allez être content, puisque alors maintenant j'ai des plaintes quand il n'y a plus de moment bunker. Et là, l'actualité nous en a donné deux. Alors le premier moment bunker, nous le devons à Gamelin Goya. Donc là, c'est notre Gamelin de la semaine. Il explose tout. Il est même plus fort que Yakovlev. Et il nous explique, donc il a une théorie sur le fait que oui, mais si, peut-être que l'Ukraine peut encore gagner la guerre d'ici la fin de l'année 2025. Écoutons-le, son explication est tout à fait convaincante. En revanche, tout ce qui se passe de manière invisible derrière, c'est ça que les choses les plus importantes se passent. Et là, ce que je constate, c'est que effectivement, il y a cette année 2025, c'est une année où les deux adversaires sont épuisés, mais il y a toujours peut-être l'espoir que les Russes sont plus épuisés et s'usent plus dans ce conflit. Je termine. Qui sont plus que les Ukrainiens. Il y a des signes. Leur offensive s'arrête en ce moment. Ils ralentissent. Ils ont des pertes considérables. Je termine. Et donc, il y a cette possibilité, cette vision, cette théorie de la victoire, disant écoutez, si on continue, 2025, là, ils sont en train d'épuiser leur stock d'équipements. 2025, peut-être qu'effectivement, on peut, si on continue le combat au même rythme, on peut peut-être
fin 2025, obtenir un changement de rapport de force et peut-être obtenir quelque chose. Ça, c'est une option. Donc là, on est vraiment dans la pensée magique. Et par rapport à notre générique du moment bunker, où Hitler apprend que l'armée Steiner ne sera pas là, là, en fait, lui, il croit toujours que l'armée Steiner va venir. Il en est là, quoi. C'est-à-dire que malgré l'évidence de la défaite kievienne, qui était évident il y a 3 ans, encore une fois, lui, il y croit encore que par la magie, en fait, l'Ukraine peut gagner la guerre. Donc félicitations, mon colonel, vous êtes Gamelin cette semaine, et Gamelin du moment bunker. L'autre moment bunker, alors là, c'est un diplomate, c'est Gérard Haro, donc j'en parle dans mon bouquin Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, puisque lui aussi expliquait tout au début du conflit que l'économie russe ne tiendrait pas. D'ailleurs, il avait dit l'économie russe c'est une république bananière avec l'arme nucléaire, voilà. Et en plus, alors très anti-Trump, un militant homosexuel engagé, enfin la totale, quoi. Et là, donc, il donne une interview alors où il dit que tout est perdu pour l'Ukraine, que l'Ukraine en a marre, elle est fatiguée, mais en revanche, il explique que de toute manière, l'Ukraine n'a qu'à abandonner le Donbass, c'est des régions industrielles pauvres, c'est des friches, il n'y a plus rien. Et si le résultat, c'est une Ukraine réduite d'une partie qui en réalité est une partie très pauvre, hein, une sorte de ruine, de ruine industrielle, avec un pays, on peut pas dire ça, le Donbass, oui. Et ça, si vous vous souvenez, c'est ce que j'avais expliqué, c'est-à-dire que c'est la propagande à partir du premier Maïdan en 2004 qui a été balancée à la population ukrainienne et à des gens comme Gérard Haro, où on explique que en fait, ce sont des régions dotaties, ce sont des régions qui reçoivent de l'argent de l'État central kievien qui coûte cher à l'Ukraine, alors qu'en fait, la richesse de l'Ukraine, c'est le Donbass. Mariupol, c'est 20% du PIB ukrainien, et les mines de charbon qui permettaient à l'Ukraine d'avoir une énergie pas chère et de rester compétitive malgré la gabegie et l'absence d'investissement, ça venait du Donbass. D'ailleurs, enfin, tout ça est détaillé dans mon bouquin. La fin de ce charbon pas cher, de cet anthracite, eh bien, a provoqué une augmentation du coût de l'électricité qui était évidemment rédhibitoire pour l'économie ukrainienne. Mais encore une fois, la richesse minérale de l'Ukraine, elle est dans le Donbass. Et donc Gérard Haro, diplomate, prétentieux, il est finalement aussi mal informé sur l'économie russe que sur l'économie ukrainienne. Et on va maintenant passer à la carte des opérations militaires. Donc il y a eu beaucoup de frappes dans la profondeur. Cette semaine, les résultats sur le territoire russe n'ont pas été particulièrement notables. En revanche, les Russes, eux, ont frappé lourdement du côté ukrainien. Donc il y a des attaques qui ont été faites sur Kiev, sur un centre présumé de fabrication de drones, voilà, ici. Et surtout, il y a eu ces frappes sur le système gazier ukrainien, le système de production et de transport gazier ukrainien. Donc là, vous vous souvenez, quand je mets des punaises vertes, eh bien, c'est qu'il y a une mine de lithium. Ici, il y a le charbon à coke pour la métallurgie, hein, si vous vous souvenez. Et puis là, c'était tout au début, en 2022. Là, il y a également une production de gaz ukrainien. Mais l'essentiel du gaz est produit dans la région de Poltava. Donc Poltava, c'est ici. Et donc, la principale source se trouve à cet endroit-là. Et également, alors, à la limite de la région de Poltava, là, on est à Tchernigov, à cet endroit-là. Et les Russes ont tiré dessus, Iskander, missiles de croisière, et ça a fait de gros dégâts. Encore une fois, ces tirs-là étaient impossibles à l'époque où le gaz russe transitait par l'Ukraine vers l'Europe. Donc, mauvaise analyse de Zelensky. Mais revenons maintenant sur la ligne de front. Donc maintenant, du côté de Koursk, alors les choses ont pas mal bougé en faveur des Russes. Donc l'offensive kievienne de la semaine dernière a complètement échoué. Les forces otano-kieviennes voulaient s'emparer d'Ulanok et finalement ils ont pu arriver jusqu'à Fanasievka ici, dont ils ont été très rapidement chassés. Et aujourd'hui, il ne reste plus que quelques troupes enterrées, donc otano-kieviennes à cet endroit-là. Et les Russes sont en train de finir le nettoyage. Ça a coûté extrêmement cher à l'armée ukrainienne, il suffit de voir les images, hein, sans doute une centaine de véhicules blindés, donc il y avait beaucoup d'espoir qui était mis dans cette offensive. Les mêmes erreurs que le 6 janvier ont été commises, c'est-à-dire grosse concentration de force, pas du tout prise en compte le fait que maintenant il y a des drones qui peuvent fonctionner quel que soit le temps, et surtout quel que soit le brouillage, hein, grâce à la fibre optique. Donc très mauvaise opération, très sérieuse opération, mais très, très mal planifiée, organisée, et qui va coûter très cher à l'armée otano-kievienne, et tout ça en fait pour pouvoir maintenir cette hernie qui n'a absolument aucun sens militaire, stratégique, c'est juste de la communication pour Zelensky. Et surtout le pire, c'est qu'à l'ouest donc de la poche, eh bien, les Russes ont continué à avancer, donc ils sont arrivés à la frontière de Malaya Loknea, ici, et surtout, ils ont commencé à rentrer dans Sverdlikovo. Et donc ça, pourquoi c'est important? Eh bien parce que désormais, les dronistes russes ont la main sur la principale route d'approvisionnement de Souja. Et donc, jour et nuit, toute cette route-là, non seulement celle qui d'ailleurs va à partir des territoires russes, mais également celle qui se trouve en territoire ukrainien, est un cimetière de véhicules logistiques ukrainiens. Donc en fait, visiblement, les Russes, comme d'habitude, ne sont pas pressés. Et ce qu'ils ont l'intention de faire, c'est d'épuiser, en fait, par manque de provisionnement, de munitions, de nourriture, les troupes d'occupation otano-kieviennes dans cette zone-là. Donc là, c'est en train de très mal tourner, notamment pour Zelensky, qui compte là-dessus pour encore faire le malin. Donc les Russes frappent sur l'axe d'approvisionnement. Dès qu'ils voient des concentrations, comme ils en ont vu ici, de force, ils tirent dessus. Et c'est pareil tout autour de la ville de Soumy. On descend au sud, et là, la tête de pont, qui est maintenant, comme le disent les analystes, plus vraiment une tête de pont, mais finalement un nouveau front, eh bien, russe se consolide. Donc là, Kiev a trouvé des réserves dont on ne connaît pas la qualité pour essayer de contre-attaquer. En attendant, là, comme on le voit, eh bien, désormais, à l'ouest de la rivière Oskol, au nord, les Russes disposent d'une base pour lancer de futures opérations, soit vers Vovchansk, soit
pour encercler Kupiansk. Donc la situation est très tendue pour les Otano-Kieviens. On descend plus au sud. Les Russes ont recommencé donc les opérations, cette fois pour de vrai, dans la région de Belogorovka. Et là, donc, ça a été confirmé par des vidéos. Ils ont définitivement pris Belogorovka à cet endroit-là. Donc visiblement, ils se préparent quelque chose dans la direction de Seversk. Ici, vous vous souvenez, on supposait que la localité d'Oreho-Vassilovka avait été prise par les Russes. C'était déjà il y a 3 semaines, mais j'en étais pas certain. Là, c'était confirmé par le ministère de la Défense russe. Donc là, les Russes continuent de se rapprocher par l'est de Kramatorsk et de Slaviansk, les 2 dernières grandes localités contrôlées par Kiev dans le Donbass. Sur Tchassov Yar, là, j'ai mis à peu près la carte à jour. Donc comme on le voit, les Russes contrôlent quasiment la totalité de la ville. Il y a encore quelques immeubles ici qui sont contrôlés par les Kieviens. Mais la ville devrait être prochainement libérée par l'armée russe. Plus au nord, donc là, la ville de Toretsk est tombée et les Russes continuent à avancer. Voilà où on en est. Donc là, les troupes qui avaient été encerclées, chaudronnisées, on ne sait pas s'ils ont pu s'échapper. Donc j'ai laissé le triangle de la chaudronisation ici. Plus au sud, c'est là où il y a eu la deuxième tentative de contre-attaque russe, la plus forte avec celle de Kursk. Donc là, les Ukrainiens ont envoyé leur soi-disant meilleur général, le général Drapaté, qui commande l'armée de terre, qui se trouve donc face au meilleur général russe, le général Mordvitchev. Là, beaucoup de moyens comme à Kursk ont été concentrés pour essayer de couper comme ça et de soit d'encercler, soit de forcer les unités russes présentes ici à se replier vers l'est. Donc il y a eu quelques progrès initiaux et puis finalement au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire à 20h jeudi 13, eh bien a priori les Russes ont repris les positions. Mais comme c'est pas confirmé, je laisse la ligne rouge comme ceci. Visiblement, ça n'a pas trop contrarié le général Mordvitchev, puisque lui, il a continué à avancer plus vers l'ouest. Désormais, les Russes contrôlent la moitié de la localité d'Udachne et se sont emparés du village d'Uspenovka ici. Plus au sud, les Russes se sont emparés de la localité de Zaporozhye, ici. Hein. C'est pas la capitale Zaporozhye, c'est un petit village qui porte le même nom. Mais c'est dans le chaudron de Kurakovo que la situation est véritablement catastrophique et absurde, encore une fois, pour les unités qui viennent, puisque les Russes se sont emparés d'Andreevka. Donc désormais, ils ont un contrôle opératif sur l'axe principal qui permet le ravitaillement des troupes ou même leur permettrait de s'enfuir. Et donc là, à moins que l'armée ukrainienne donne l'ordre du sauve-qui-peut général, on va assister, après la chaudronisation, à une ouglédarisation, c'est-à-dire au sacrifice inutile des troupes qui se trouvent dans cette zone. Et là, on voit aussi que les Russes se sont emparés de la localité de Dachnoe ici. Du côté de Velikaya Novoselka, les Russes sont repassés à l'offensive et on fera le point la semaine prochaine. Voilà, je retire la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes au jeudi soir, 13 février 2025. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux, à prendre des cours de russe ou des cours d'anglais avec Logos Online, notre partenaire, à vous abonner à l'excellente revue géopolitique profonde. Voilà donc l'état des lieux. La chaîne de Monde Multipolaire rappelle qu'il y a de la place pour un monde multipolaire plus juste. Nous n'encourageons pas la violence et souhaitons vivement le retour de la paix. Merci de votre attention. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, notre Telegram sera bientôt disponible. Passez une bonne journée. Au revoir.